Deuxième niveau. Quelle communication peut-on avoir avec la personne âgée? La communication avec la personne âgée est difficile en raison des troubles de la mémoire, des troubles mentaux, voire la confusion mentale. La facilité consiste à ne pas écouter le patient et lui dénier toute faculté. Attention! Ceci revient à dire que la personne âgée dépend des autres. C'est lui refuser le respect de son autonomie. Le non-respect de son autonomie peut être la source de conflits relationnels, notamment en cas de refus aux soins. Passer outre ce refus aux soins équivaut à refuser au malade le choix de consentement. Il est nécessaire de respecter l'intégrité de la personne âgée, ce qui demande une approche plus spécifique. L'information et le consentement doivent être recentrés plus sur une notion de sincérité que sur une notion de vérité. Cette sincérité devrait permettre à la personne âgée d'évaluer la proposition des soins en fonction de son vécu et de ses attentes. Ce choix repose sur ses valeurs et sur sa vision personnelle des choses. À cette période de la vie, les valeurs et la vision des choses évoluent souvent dans une perspective d'un terme qui approche. Il s'agit pour les soignants de préserver et de respecter l'intégralité de l'histoire de la vie du patient et de garantir la signification de sa vie. C'est pourquoi, plus qu'ailleurs, en gériatrie, la prise en charge du patient doit se faire de façon consensuelle. Cette façon de prendre en charge les personnes âgées est extrêmement contraignante pour les soignants et a donc une répercussion sur le personnel. Les répercussions se retrouvent exactement dans les mêmes conditions de la prise en charge des soins palliatifs. Grand 2. Le développement des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont une prise en charge médicale particulière, adaptée aux patients atteints d'une maladie incurable. Cette pratique apparaît dans les années 1950 en Angleterre. Elle se diversifie ensuite au Canada et aux États-Unis. On aboutit dans les années 1970 au concept de soins palliatifs défini par le Dr Mount, médecin canadien. Grand A. Définition des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne, en phase évoluée ou en phase terminale d'une maladie potentiellement mortelle. On prend en compte et on essaie de soulager les douleurs physiques, de soulager la souffrance psychologique, de soulager la souffrance morale, de soulager la souffrance spirituelle du malade. Autrement dit, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. La France commence à s'intéresser à ce problème depuis les années 1980. Les patients concernés par les soins palliatifs sont les suivants. Les patients cancéreux, car le cancer entraîne une douleur physique et psychologique dans la mesure où les patients supportent mal leur image corporelle, notamment l'amaigrissement, la perte des cheveux causée par la chimiothérapie, les vomissements. Les patients atteints des maladies neurologiques ou neuromusculaires dégénératives, c'est-à-dire les myopathies, les scléroses en plaques, la maladie d'Alzheimer. La dégradation des facultés intellectuelles est difficilement supportée par le malade et son entourage. Enfin, les patients atteints du sida,
les maladies SIDD1 nécessitent un traitement curatif pour les surinfections, c'est-à-dire à la baisse du système immunitaire, et des soins palliatifs pour diminuer la douleur et accompagner leur isolement moral. Les patients SIDD1 insistent pour la diversité des soins palliatifs en adoptant un slogan: nous ne voulons ni incompréhension, non, ni indifférence, non, ni incompétence, non. Ce slogan illustre parfaitement les principes de prise en charge des malades en soins palliatifs. Grand B, les principes des soins palliatifs. 1. Le respect de la personne et de son autonomie. Le respect de la personne est basé sur l'étude des besoins qu'exprime tout être humain. Ce besoin ou ces besoins sont alimentaires, physiques et matériels, entre autres. Cette satisfaction permet à l'être humain d'éprouver un sentiment de sécurité et de définir le cadre dans lequel il vit et ses limites. Les cadres et les limites sont souvent les mêmes pour un certain nombre d'individus, formant donc un groupe. Ce sentiment d'appartenir à un groupe permet à l'individu de communiquer. La communication entraîne la reconnaissance de l'individu par le groupe et donc une estime de soi importante pour l'individu. Un sentiment d'estime de soi entraîne un sentiment d'accomplissement, de réalisation personnelle et d'être un être humain à part entière. 2. Écouter le malade. Cette technique demande du temps et une certaine interprétation, car chaque malade s'exprime en fonction de sa culture, de sa sensibilité. Le docteur Sanders ajoute que prendre en compte la douleur physique nécessite également la prise en compte de la douleur psychique. Cette douleur psychique ne peut être prise en compte que par l'équipe multidisciplinaire qui associe médecins, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes, volontaires, famille. Il faut traiter le patient dans sa globalité, le whole perso. Depuis cette conception de la prise en charge du patient dans la globalité, une structure adaptée doit être mise en place où la priorité n'est plus donnée à la guérison due au traitement curatif, mais à la qualité de la vie. Ces structures sont appelées les unités de soins palliatifs. Ce sont de petites unités de 1 à 15 malades dirigées par une équipe multidisciplinaire et dont le fonctionnement a été défini par une circulaire dans les années 1986. 3. La connaissance psychologique du malade incurable. Cette connaissance psychologique est due au docteur Kübler-Ross. Ce psychiatre a mis en évidence que le patient incurable possédait une expérience importante de sa maladie, qu'il peut faire partager aux soignants. Ce partage entraîne un enrichissement pour le soignant et pour le soigné. Le malade ne sera plus un patient passif, non, mais participera de façon complète à son traitement. Elle montre que la mort n'est ni un ennemi à vaincre, ni une priorité à détruire, mais ce n'est tout simplement qu'une partie intégrante de la vie donnant le sens de l'être humain. Différentes étapes marquent l'évolution psychologique du patient incurable. Tout d'abord, le patient a une phase de dégénération, c'est-à-dire qu'il nie sa maladie
et son diagnostic. Il va de consultation en consultation pour entendre ce qu'il espère. Cette phase est une stratégie de défense nécessaire au patient. Puis, il admet son diagnostic et entre dans une deuxième phase, la phase de colère. Elle se traduit par une agressivité vis-à-vis de son entourage, du personnel soignant, de façon impérative. Le personnel soignant doit être bien formé pour qu'il comprenne que cette agressivité est dirigée contre la maladie et qu'elle est nécessaire au patient pour faire face à la situation. La troisième phase est une phase de réalisme et d'espoir. Elle est caractérisée par un marchandage parce que le malade se sait condamné. À chaque fois, il se donne un sursis pour prouver qu'il existe. Ceci lui permet de vivre quasiment au jour le jour. La quatrième phase est la phase de dépression. Cette dépression est provoquée par la dégradation de l'image du corps, provoquée par la douleur, les difficultés relationnelles et par la peur de l'inévitable. Cette phase dépressive dure jusqu'au moment où il accepte l'idée de mourir. La cinquième phase est l'acceptation de la réalité de la mort. L'équipe multidisciplinaire accompagne sa vie jusqu'à son terme. Il est évident que la prise en charge de tels patients demande de la part du personnel soignant un investissement extrêmement lourd. C'est un véritable travail d'équipe médicale.